Allô. Bonjour à tous. Saint-Malo, ville de confluence où se rencontrent population et marchandises venant par la terre, la mer ou la route. Saint-Malo et ses alentours, c'est une zone où les modes vestimentaires sont homogènes, mais où les modes de coiffe sont différentes. Pour son spectacle 2023, le Cercle de Saint-Malo a décidé de travailler sur la rance. La rance, bras de mer s'enfonçant dans la terre, séparant Dinard de Saint-Malo, séparant la rive gauche de la rive droite. Pour cette reconstitution de costume, nous avons choisi de changer notre démarche de reconstitution. Nous nous sommes fixés 3 objectifs. Le premier, c'était de créer une série diversifiée. Pour cela, nous avons utilisé différents matériaux, de différentes couleurs et de différents motifs. Pour garder une cohérence dans cette diversité, nous avons choisi de nous appuyer sur des iconographies. Nous avons pour chaque danseuse créé une feuille de style et ainsi cela nous a permis de créer une association unique de couleurs et ou de motifs. Notre deuxième objectif s'inscrit dans le contexte environnemental et écologique actuel. Nous avons choisi d'utiliser l'upcycling, c'est-à-dire que nous avons utilisé de matériaux anciens que nous avons trouvés en brocante, en vide-grenier ou sur Internet. Nous avons également reçu des dons de tissus anciens comme des lainages ou des draps de lin et de chanvre. Notre troisième objectif pour cette année, c'était que la production de costumes soit entièrement faite par des bénévoles de l'association. Nous avons une équipe d'une douzaine de couturières qui ont patronné, taillé, assemblé toutes les pièces de costumes que nous portons actuellement. Nous avons également une équipe coiffe composée de danseurs et danseuses qui ont réalisé l'ensemble des coiffes que nous portons aujourd'hui. Maintenant, je vais vous présenter les différentes parties de notre costume. Tout d'abord, sous notre costume, nous portons toute une chemise en lin que nous avons trouvée en brocante. Nous portons également culottes fendues, jupons et bas en laine. Pour les chaussures, nous avons choisi des chaussures de type derby en cuir noir en s'inspirant d'une photographie. L'équipe couture du Cercle a créé 10 jupes, 10 tabliers et 10 casacas en lainage, à partir de vieux rideaux ou de vieux draps. Toutes ces pièces ont été réalisées à l'identique, à partir de pièces authentiques. Les jupes, qu'on appelle jupes à godron, avec des montées en tuyaux d'orgue et avec un pli religieuse. Ce pli religieuse permettait autrefois d'avoir une marge de tissu en cas d'usure. Il permettait également un meilleur maintien de la jupe. Les tabliers, quant à eux, ont été montés avec des plis ronds en reprenant la technique des plis canons. Par-dessus, nous avons les casaquins. Les casaquins, également en lainage, comme la jupe et le tablier, ont été reproduits à partir d'un casaquin qui a été collecté sur les bords de Rance. Celui-ci était sans manches, mais il pouvait être porté également avec des manches. Nous nous sommes donc appuyés sur des casaquins conservés au MUSEM afin de reproduire les manches. Par-dessus le casaquin, vous pouvez retrouver le fichu. Ce fichu pouvait être en rouennerie, en cotonnade à carreaux ou encore en étamine de laine. L'équipe des couturières ont taillé, rouloté ou frangé à la main ces fichus, qui ont été reproduits à partir de vieux stocks de tissus. Ces modes vestimentaires pouvaient être aussi bien portés par des femmes de la rive gauche que de la rive droite. Pour les différencier, il fallait regarder leurs coiffes. Les coiffes de Mini-X Rance font partie des barques renversées. L'équipe coiffe
a donc créé 10 sous-coiffes qui sont faites en lin, avec des rubans qui viennent la nouer. Toujours dans notre choix de diversité, nous avons choisi 2 types de laçage, soit avec 2 rubans jugulaires, soit avec un ruban jugulaire et une bride. Ces rubans de coton sont neufs, mais ont été faits à partir de coton recyclé. Sur ces sous-coiffes sont fixées les coiffes. Il faut savoir que les coiffes de la rive gauche sont faites en toile rustique de lin ou de chanvre qui ont été produits et tissés sur les bords de rance. Cette coiffe est en 2 parties. Tout d'abord la passe avec les ailes qui sont rebrassées sur l'arrière, qui est en chanvre. Le fond de coiffe, quant à lui, était initialement en lin avec de fins plissés. Avec l'arrivée du coton piqué, le fond de coiffe s'est transformé pour laisser apparaître sur le haut du fond le coton piqué, tout en gardant sur le bas du fond de la coiffe le lin. Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes qui ont œuvré à la reconstitution de ces costumes, que nous sommes fiers de porter aujourd'hui, que nous sommes fiers de vous avoir présentés. Je vais maintenant laisser la place à Mathilde, qui va vous parler des châles et des tabliers. Merci beaucoup pour cette première partie. Vous avez donc, vous allez enchaîner sur la question qui vous a été posée. Je me permets de la rappeler pour le public. Que pouvez-vous nous dire sur le port de l'ensemble châle-tablier sur votre territoire? Alors, nous avons choisi de répondre à cette question en traitant d'une aire assez large de notre territoire, polarisée autour du port de Saint-Malo, mais qui va aller sur les côtes orientales et occidentales, au sud jusqu'au nord du marais de Dole, et également sur les bords de Rance, rive gauche et rive droite. C'est une aire sur laquelle le port du châle et du tablier, en tant qu'ensemble, est assez homogène, les 2 pièces étant assez indissociables et suivant la même évolution. En préambule, je précise que dans le cadre de cet exercice de synthèse, j'utiliserai les termes châle et tablier principalement, mais il faut savoir que pour le tablier, on peut aussi parler de devantière, et dans un exposé un peu plus précis, on pourrait distinguer les châles de taille plus conséquente, en lainage, des fichus, mouchoirs ou mouchouets de cou, qui sont des pièces carrées plus petites, plutôt en coton ou en soie. On parlera ici plutôt de châle dans une volonté de synthèse. La première mention visible de l'existence de ces 2 pièces sur le territoire de Saint-Malo, c'est un dessin, une vue du port de Saint-Malo par Ozanne en 1770. Donc on voit les femmes porter châle et tablier. Pour traiter la question, on commencera un petit peu plus tard, au début du 19e, et on va distinguer 4 périodes, entre 1830 et les années 1920. La première période ira jusqu'en 1850 environ, période pour lesquelles on a des sources assez connues, les lithographies de Laloux et Charpentier pour les années 1830, et les croquis de François-Hippolyte Lallès pour les années 1840. À cette époque, le châle et le tablier sont quasi systématiques, enfin sont même systématiques pour toutes les femmes qui portent la coiffe sur le territoire. Ils ne vont pas être coordonnés, comme ce qu'on porte ici, même si c'est plus tardif. C'est-à-dire qu'on va avoir des pièces différentes, dans des coloris différents, des matières différentes. On va retrouver pour les châles du lainage, du coton, de la soie façonnée. Et pour les tabliers, le même type de matière, lainage, coton. Et pour les cérémonies, des soieries, damas, moire, taffetas. Ce sont déjà des pièces qui sont fabriquées dans des matériaux selon la mode. Donc souvent des pièces qui proviennent de l'extérieur, qui arrivent par approvisionnement via les foires et les marchés. Voilà pour cette première période ce qu'on peut dire. On a aussi presque toujours une bavette qui est fixée au niveau du buste. Et on va avoir déjà sur les croquis de Lallès l'apparition de très grands châles en laine avec des pointes qui tombent vers le bas, presque au pied. On voit ça aussi dès les croquis de Lallès, des formes de capes qui viennent se surrajouter au châle. C'est intéressant notamment dans le cas de ce qui est porté par les femmes de Cancale, qu'on appelle les devantières de dessus le dos.
Comme leur nom l'indique, devantière, ça a une forme de tablier très enveloppant et très couvrant, mais ça va être porté par-dessus les épaules, en plus du tablier en haut. Voilà pour un bref aperçu de cette première période. On va enchaîner sur une seconde période, des années 1860 aux années 1880. On reste dans une continuité, avec toujours des ensembles non coordonnés et l'apparition des châles en mérinos brodés et l'utilisation également du cachemire. Les châles sont toujours montés croisés assez haut sur la poitrine avec de nombreux plis. Les tabliers, au niveau du montage, on va avoir des montages en gaudron, en fronce, en plis qui vont perdurer ensuite sur la période. Et dès les années 1870, pour les tabliers de cérémonie, on va avoir des ornementations en galon et en dentelle. J'enchaîne avec la période suivante qu'on peut distinguer un petit peu, où là on va arriver au tournant du XXe siècle entre 1890 et la Première Guerre mondiale. Là, apparaissent les ensembles, on va dire, assortis entre châle et tablier, souvent tout en velours, avec de la dentelle du puits autour ou de la guipure. Même certains ensembles qui sont entièrement en guipure, donc tout en transparence. La bavette n'est plus systématique, elle commence même à disparaître, donc on n'a plus que la partie basse du tablier. On assiste à une diversification du montage sur cette période. On n'a plus systématiquement ce croisé haut et ces nombreux plis, même si ça reste la règle sur la partie occidentale de la côte de Saint-Lunaire à Saint-Jacques, où ils vont conserver ceci. Sur le reste du territoire, on va avoir un montage plus échancré qui va permettre aussi de voir les ornementations des corsages. On a aussi des petites exceptions. À Plouer-sur-Rance, on va avoir un montage de châle très court. Donc Plouer-sur-Rance, c'est sur la rive gauche de la Rance, avec beaucoup de plis, une dizaine de plis et un montage très très court. Donc on a un petit peu plus de variations dans les montages à cette période. On va avoir également pour le quotidien, le châle va commencer à disparaître, remplacé par une pèlerine plus pratique, ou même on va parfois porter simplement le tablier. Pour les costumes de cérémonie, on peut avoir aussi cette disparition déjà du châle et du tablier, où on sera dans ce qu'on appelle un costume en taille, sans châle et sans tablier. Cette tendance va se confirmer sur la 4e période qu'on a identifiée, après la Première Guerre mondiale et jusqu'aux années 20. Là, cela signe l'abandon du port du châle et du tablier. On va ne plus en avoir. Certaines femmes âgées vont continuer à conserver ces parures et à les porter pour les cérémonies. En conclusion, on pourra juste évoquer le fait que l'évolution du port de cet ensemble châle-tablier, que ce soit dans les matières, aussi dans les types de montage, même s'il va y avoir des petites spécificités, va être très clairement générale à la Haute-Bretagne. En tout cas, l'évolution sur notre territoire s'inscrit dans la même évolution que la Haute-Bretagne. Voilà pour ce résumé sur la question. Merci beaucoup au groupe pour toutes ces précisions. Fort intéressant. Et nous passons donc à la dernière partie de cette présentation, qui est l'entretien avec le jury, que je laisse de 2 secondes terminer de noter. Et puis s'en suivra une petite conversation chaleureuse. Je suis assez étonnée de la taille des coiffes. Du coup, je me posais la question de savoir si elles étaient toujours avec l'arrière brassé ou si vous aviez aussi de l'icono avec les deux ailes débrassées. Alors au niveau de la taille, c'est une copie d'une coiffe qui a été collectée au Minic, qui était vraiment en chanvre. C'est une dame qui l'a collectée auprès d'une dame de la cale du Minic. Donc la coiffe est en chanvre. La sienne, elle avait encore les petits plissés. Vous voyez, Amandine vous a expliqué qu'auparavant, la partie en piqué, le fond était en un seul morceau en lin, et c'était plissé à longue, toute la partie était plissée à longue. Et quand il y a eu l'apparition du piqué de coton industriel, elles ont remplacé les lingères, cette partie, par une partie en piqué de coton, en fait. Et certaines repasseuses continuaient, sous la partie en piqué, à continuer à dessiner des petites nervures à l'ongle. Sur la coiffe ancienne qu'on a copiée, c'était comme ça. Elle était entièrement en chanvre, sinon
pour la coiffe et en lin pour la sous-coiffe. Donc au niveau de la taille, on est vraiment dans les mêmes codes, c'est avec un tout petit rouloté. On a gardé le maximum de lisières et d'ourlets anciens, parce que ce sont des draps anciens qui proviennent de dons de familles des borderances qu'on a utilisés. On a gardé le maximum, mais il manquait évidemment des solettes, donc on a fait des tout petits roulotés comme sur la coiffe ancienne. Donc au niveau des volumes, c'est vraiment la même chose. Et au niveau du débrassage de coiffe, effectivement, on a toute une tradition de débrassage de coiffe qui est plus adaptée à la communion ou au deuil. Donc, par exemple, il y a une gravure qui est très connue, c'est Saint-Briac. Donc Saint-Briac, c'est ce qu'on appelle les coqs de la côte. Donc c'est la même grande famille de coiffes, mais c'est quand même une variante. Eux, ils ont toujours conservé la partie plissée, et elle est beaucoup plus volumineuse. Mais on a une gravure où on voit des femmes rentrer au cimetière, et elles sont débrassées. Et on a aussi une série de collections, une série de photos des années 1895, de sortie de messe à Saint-Briac, où on voit des femmes avec le grand coq de Saint-Briac, avec les ailes débrassées, et la cape, ce que nous on appelle la grande cape de deuil, qui n'a pas de capuche chez nous, enfin dans cette zone en tout cas, qui n'a pas de capuche. Et donc il y a effectivement une tradition de débrassage de coiffe, et c'est plutôt dans les modes anciennes. Ça va disparaître en fait. Quand la coiffe va diminuer avec le temps, à partir de la fin du 19e et au 20e siècle, elles vont abandonner cette pratique du débrassage de coiffe pour la communion et le deuil. Moi, j'ai vu que vous aviez, si j'ai bien vu, vous avez à peu près toutes les mêmes coiffures. Vous avez pu documenter ça aussi? Alors, sur ces époques, ce que nous on appelle les époques anciennes, donc les années 1850, 1870, la coiffure en général, elle est très sobre. Il n'y a pas très peu de fantaisie sur ces époques-là. C'est souvent des cheveux lissés. Toujours la reine milieu. Toute la documentation qu'on a, c'est toujours les mêmes coiffures. Vous savez, c'est une coiffure à bandeau, en fait, hein, tout simplement, hein, de l'époque Louis-Philippe et Napoléon III. C'est vraiment les coiffures qui sont dans le civil, à la mode, et ça donne ces coiffures à bandeau, que nous on appelle à bandeau, qui vont parfois être dans certaines modes avec un catogan et une résille. Nous, elles sont toujours sur ces époques-là, et ça va rester assez longtemps comme ça. Il faut vraiment attendre la fin du 19e pour voir les gros gonflants, les chignons brioches, ces choses-là apparaître, et même l'agencement des tresses qui va évoluer aussi. Après, il y a des différences d'agencement des tresses dans les terroirs, mais dans ces terroirs-là, ça fait toujours une couronne de barrette et un croisé et un remonté de tresse qui vient refaire un petit chignon sous fond. Hein, je suis en train de chercher le mot en gallo, je ne le retrouve pas, ça va me revenir. Comme on disait, ça va me revenir. Si je vous le retrouve, je vous le sortirai. Voilà. Choupiron. Moi, j'avais une question, parce que dans la dénomination, vous dites que c'est un costume de petite sortie. Du coup, si on peut imaginer le même costume, mais plutôt quotidien, rapidement, quels éléments disparaissent et quels éléments restent, en fait, alors, sur la silhouette? Au niveau des éléments constitutifs, ce seront les mêmes. En fait, c'est vraiment petite sortie, hein. C'est genre marché, foire. C'est juste qu'on est propre, en fait. Vous voyez, on se met propre pour sortir. On n'est pas en version... pour aller en champ, on ne serait pas comme ça. Pour aller aux vaches ou pour aller à la basse-cour, on aurait des vêtements plus usagés, des vêtements... Là, il y a quand même du drap industriel. Je sais pas, on vous a expliqué un petit peu on pouvait encore mélanger des berlinges dans ces époques-là, donc des berlinges produites localement et artisanalement, avec des draps industriels. Donc, quand on consomme du drap industriel, c'est qu'on est quand même sur des produits manufacturés qui sont... acheter plus cher que de la berlinge locale. Donc souvent, on est déjà dans des produits un petit peu, des vêtements un petit peu plus sophistiqués, parce qu'on est encore dans des coupes assez archaïques, hein. C'est un casaquin, franchement, il ressemble à des coupes du 18e, hein. Le devant est en un seul morceau jusqu'à, je sais pas, vous pouvez regarder sur une fille, est-ce que tu veux montrer, Maïwen? Vous voyez, en fait, le devant, c'est le même morceau, il va jusqu'ici. Par contre, le dos est en deux morceaux, donc c'est vraiment des coupes qui sont assez archaïques, il n'y a pas de coupe sous les... ici, et c'est pareil, le morceau, il vient en arrière très loin et avec une grande couture ici. Donc c'est un montage qui est un petit peu, que nous on appelle les montages archaïques. Merci beaucoup, le temps est imparti. C'est un plaisir de déjà. vous présenter. Merci beaucoup au groupe Tout-en-Breuil de Saint-Malo pour sa prestation. Vous retrouverez le groupe ce soir lors du grand spectacle avec tous les autres groupes qui ont présenté leurs costumes cet après-midi. Merci en tout cas pour ces très belles reconstitutions. Voilà, ainsi s'achève cet après-midi. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi en tout cas, j'étais subjugué par les détails et l'évolution. Merci encore, et puis nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et un bon spectacle à celles et ceux qui ont déjà pris leur place. La Confédération Varleur et le Festival de Cornouailles